Aujourd'hui, on a un petit séminaire ensemble sur le télétravail. Je suis accompagné de Juliette, je vais laisser se présenter ensuite. Moi, je suis Christophe Pérus, je suis le directeur technique d'Extrémité. Et aujourd'hui, le but, on intervient ensemble. Une partie plus télétravail, qu'est-ce que c'est, les actions à mener en entreprise, et une partie un peu plus technique, puisque le télétravail, c'est un sujet technique, on va y revenir ensuite. Voilà, donc Juliette, je te laisse la parole pour te présenter. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc Juliette Loët, je suis consultante au sein du cabinet Toi de Soi. Donc Toi de Soi, c'est un cabinet conseil qui accompagne les entreprises principalement sur la région, mais également partout en France, avec 3 axes d'intervention: l'audit, le conseil, la formation. Sur des démarches, notre cœur de métier, on est plutôt sur la prévention des risques psychosociaux, mais de plus en plus, on est amené à développer aussi et à accompagner les acteurs en entreprise sur leurs projets de qualité de vie au travail. Donc c'est aussi à ce titre qu'on est présent cette semaine, qui est la semaine de la qualité de vie au travail, la 16e exactement. Donc ce webinaire s'inscrit également dans ce lien finalement entre potentiellement télétravail et qualité de vie au travail. Donc voilà, pour ma part, donc psychologue du travail de formation, et donc j'interviens sur les différents champs que vous voyez à l'écran au sein du cabinet. Extrémité en quelques mots. Extrémité, on est une ESN régionale, créée en 2000. Aujourd'hui, nous sommes 35 collaborateurs. Principalement, on intervient dans les Hauts-de-France. On a le siège qui est à Villeneuve-d'Ascq, une agence à Arras, une agence à Amiens, sur 3 métiers différents. On a une activité autour des solutions applicatives, c'est-à-dire des logiciels de gestion, 7 GCGID. On intègre, on vend, on intègre et on forme autour des solutions, la comptabilité, la paye, la gestion commerciale, etc. Le décisionnel. Une activité de développement de site web, du site web marchand, commerçant ou du site web vitrine par les solutions web et digitales. Et ensuite, une activité autour des solutions réseau et sécurité informatique, dont je suis le responsable. C'est ce dont on va parler ensuite. Aujourd'hui, Extrémité, c'est 650 clients. Et quelques chiffres, 9,2, c'est les notes. On sonde nos clients très très régulièrement et ils nous attribuent des notes, donc 9,2 sur 10 et 92% des clients nous recommanderaient. Voilà, Extrémité dans les grandes lignes. Bravo. Charlotte, je te laisse la parole maintenant. Donc un plan qui va se décliner. Donc dans un premier temps, je vais faire un point sur le télétravail. On en entend beaucoup parler. Finalement, de quoi s'agit-il? Ensuite, on reviendra sur les avantages et les inconvénients. On verra que finalement, d'une structure à l'autre et selon la culture des entreprises, selon leur organisation, leur activité ou encore le profil des télétravailleurs, finalement les avantages et les inconvénients peuvent varier. On fera le point, et ça c'est quand même notre cœur de métier au sein du cabinet Toi de Soi, sur les risques qui peuvent être attraits à ce type d'activité et de mode de travail. Donc c'est de pouvoir juste les avoir en tête pour pouvoir accompagner ces nouvelles formes d'organisation du travail. On reviendra sur les bonnes pratiques et plutôt finalement, quand on veut mettre en place ce type de démarche en entreprise, quelles sont les étapes à mettre en place et quel ordre entre guillemets respecter pour que ça se déroule le mieux possible. Et on terminera, pour ma part, sur les points de vigilance et les facteurs de réussite à avoir en tête pour que ce projet, si vous souhaitez le mettre en place, puisse se dérouler dans de meilleures conditions. Et je passerai ensuite la parole donc à Christophe pour qu'il puisse vous présenter les solutions qui sont proposées par Extrémité. Voilà. Donc tout d'abord, le télétravail, de quoi s'agit-il? Alors je vous ai remis la définition du Code du travail qui revient sur un certain nombre de points et finalement, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de télétravail, on est bien sur un travail donc à distance au domicile, souvent du salarié, mais pas que, c'est finalement en dehors de l'espace de l'entreprise et des locaux de l'entreprise. Donc ça peut se réaliser au domicile, ça peut se réaliser dans un autre espace.
Ça sous-entend l'utilisation des nouvelles technologies. Donc là, c'est Extrémité qui maîtrise ces données-là. Ça repose sur le volontariat. Donc c'est bien une démarche dans laquelle le salarié doit pouvoir être volontaire pour travailler à distance. Et ça se réalise de façon régulière. C'est-à-dire que c'est pas, on va le voir sur la diapo suivante, comme le home office qui est très ponctuel. On est vraiment sur quelque chose qui s'inscrit vraiment de façon régulière, avec parfois même des gens qui définissent un jour précis par semaine pendant lequel ils sont en télétravail. Aujourd'hui, il y a quand même des démarches et des études qui se mettent en place, et je vous ai noté un chiffre que je trouvais intéressant, qui est un peu dans voilà, la prospective de savoir finalement dans quelques années à combien de chiffres on pourrait évaluer le nombre de salariés en télétravail. Et donc c'est le CNAM et Malakoff Médéric qui ont travaillé sur ce sujet-là et qui ont estimé à 33%, hein, un tiers des travailleurs en 2025, donc dans même pas 6 ans, qui seraient en télétravail. Donc ça montre aussi le besoin croissant de ce type de nouvelles formes d'organisation, et donc voilà, d'avoir bien en tête les points de vigilance et les outils à mettre en place pour le faire de la façon la plus efficace possible. Donc, comme je le disais à l'instant, quand on parle de télétravail, attention à ne pas confondre avec d'autres notions. Hein, on entend parfois parler du travail à domicile. Donc là, on est vraiment sur un statut qui est défini dans le Code du travail, où on retrouve finalement des personnes qui travaillent exclusivement à leur domicile et qui ont un employeur. Donc, qui sont liés par un contrat de travail avec un employeur. Un exemple assez commun, la nounou qu'on peut embaucher et qui travaille à son domicile et avec laquelle on a un contrat de travail bien prescrit. Ne pas confondre non plus le télétravail et le home office, où là on est plutôt dans une forme d'accord qui est passé entre l'employeur et son collaborateur de façon assez souple pour lui accorder, s'il a un rendez-vous avec un plombier ou autre, la possibilité de travailler ponctuellement à son domicile, mais on n'est pas sur quelque chose qui est régi par le Code du travail et qui dépendrait d'une charte ou d'un accord spécifique. Donc c'est bien du télétravail dont je vais parler par la suite. Donc tout d'abord, avantages, inconvénients, comme je vous le disais tout à l'heure, finalement ça va dépendre beaucoup des structures, mais également de l'activité des salariés et de leur habitude de travail. Donc tout d'abord, ce que je présente en premier, c'est les avantages, inconvénients pour les salariés. Alors vous voyez, il s'agit d'exemples, hein, ça ne se veut pas exhaustif, mais finalement c'est ce qu'on retrouve le plus communément. Donc dans les avantages, ça va être la réduction des temps de transport et voilà, potentiellement le stress qui peut y être associé en termes de voilà, gestion de son temps. Également, la possibilité de pouvoir travailler en cas d'immobilité, si on a voilà, un accident, je pense à une cliente il n'y a pas longtemps, un accident au ski, immobilisé pendant plus de 2 mois, le télétravail peut permettre dans ces cas-là, malgré tout, de maintenir une certaine activité. Et ce qu'on va souvent retrouver dans les études, c'est un meilleur équilibre vie pro, vie perso, entre voilà, les exigences de la vie professionnelle, mais aussi les exigences de la vie personnelle. Le télétravail permet finalement cette conciliation entre la vie pro et la vie perso, et on y reviendra, c'est aussi un des points qui nous permet de parler de levier de qualité de vie au travail vis-à-vis du télétravail. Ce qu'on note aussi, c'est un moindre impact de la distance sur l'employabilité, hein, pour des personnes qui seraient voilà, dans des bassins d'emploi un peu plus pauvres et qui souhaiteraient pour autant accéder à certains postes. Le fait d'être à distance peut finalement à terme ne plus être un frein, et d'ailleurs on commence à voir des offres d'emploi qui stipulent possibilité de travailler à distance 2 ou 3 jours par semaine, et donc du coup ça permet d'ouvrir de façon géométrique, enfin pas géométrique pardon, géographique, un spectre finalement plus large d'employabilité. Ce qu'on peut noter parfois, pour certains, l'impression d'une meilleure latitude décisionnelle, de plus d'autonomie finalement dans l'organisation de leur journée, dans l'organisation de leurs tâches. Donc ça peut être aussi un avantage. Et également, ce qu'on peut aussi noter, et nous on le voit dans les diagnostics qu'on mène en entreprise, il y a souvent beaucoup d'interruptions dans les espaces de travail, et finalement le fait de pouvoir parfois s'isoler et pouvoir être à son domicile, ça permet une meilleure concentration et ça évite voilà, les nombreuses interruptions. Malgré tout, quand même, des inconvénients qu'il faut avoir en tête, et notamment le premier qu'on va retrouver également dans de nombreuses études, c'est l'aspect isolement.
En effet, c'est le corollaire, quelque part, le fait de s'extraire de son lieu de travail et de travailler à son domicile, par la force des choses, on est à distance de ses collègues, à distance de la hiérarchie. Donc ça peut venir aussi modifier un peu les relations interpersonnelles, il faut l'avoir en tête. Sur les perspectives d'évolution, voilà, là on est encore aux prémices de la mise en place de ce genre de dispositif. On n'a pas encore beaucoup de recul sur les impacts que ça peut avoir, mais en tout cas, on commence à plutôt se questionner sur le fait que finalement, être à distance, est-ce que voilà, ça ne me met pas aussi plus loin des réunions stratégiques ou même des rencontres informelles avec les acteurs de l'entreprise et donc parfois pourrait être un frein à l'évolution professionnelle. Alors, même si on l'a dit dans les avantages, ça peut permettre une bonne conciliation entre les différents temps de vie, pour autant, la sphère pro et la sphère perso pourraient rentrer un peu plus souvent du coup en conflit. On va parler de distinction finalement entre sphère personnelle et sphère professionnelle. Finalement, le fait d'amener le travail à la maison peut parfois rendre les choses un peu plus confuses. Le fait d'être à distance et de ne pas pouvoir participer autant qu'avant peut-être au temps d'échange à la machine à café ou même en réunion peut parfois s'associer d'une perte d'information ou en tout cas d'une moindre communication par rapport au projet, par rapport aux activités. Donc ça, il faut l'avoir en tête et souvent ça fait partie, on le verra, des facteurs de réussite pour bien accompagner ces démarches. Et également les difficultés de mise en œuvre de l'apprentissage, le fait finalement de ne pas être en proximité de ses collègues et autres, pour les personnes qui prennent leur poste, ça peut aussi être une difficulté. Et ça sous-entend quand même, et on voit d'ailleurs des outils qui se développent, d'avoir des capacités d'autonomie, d'autorégulation et de motivation aussi, que de travailler seul. Donc il y a aussi des grilles qui existent et qui peuvent permettre finalement de détecter des profils pour lesquels le télétravail est plus approprié. Concernant les avantages et les inconvénients pour l'entreprise, on retrouve également un certain nombre de choses. Donc, je vais aller assez vite pour laisser aussi un temps, et c'est important à la fin pour les échanges et les questions. Globalement, ce qu'on retrouve, les principaux avantages, c'est une diminution du risque routier, forcément dû au déplacement et au transport. Ça permet une réorganisation de l'espace. On a, nous, de plus en plus de clients qui nous sollicitent pour réaménager leurs espaces de travail avec la mise en place de flex office et autres, et pour lesquels finalement le télétravail peut permettre une réorganisation, un réaménagement des espaces avec peut-être plus d'espaces de convivialité, d'espaces de travail de façon collaborative, d'espaces en mode projet. Donc ça permet une réorganisation, un réaménagement des espaces. Ça permet aussi, et c'est notable, une économie sur les coûts immobiliers. Notamment en région parisienne sur plusieurs études qui ont été faites, c'est pas négligeable. De fait, sur l'aspect RSE, on a un meilleur bilan environnemental, des impacts positifs sur la marque employeur. Le fait de pouvoir télétravailler, souvent, c'est des choses qui sont assez intéressantes et notamment pour les nouvelles générations, c'est aussi dans les attentes. Et puis, une meilleure flexibilité du coup aussi des activités et des services. Quelques points malgré tout de vigilance et d'inconvénients potentiels dans le contrôle du travail. Forcément à distance c'est plus complexe, c'est plus délicat. Donc il faut pouvoir aussi, et on le verra, ça sous-entend faire confiance aux télétravailleurs, avec du coup pour le manager un rôle qui est amené à évoluer, qui peut être plus difficile en tout cas dans un premier temps. Ça sous-entend une phase d'adaptation. On peut avoir l'impression qu'il y a une diminution de l'engagement, une baisse de l'esprit d'équipe, parce que voilà, si dans une équipe on a des personnes qui télétravaillent plusieurs jours par semaine, comment finalement s'organiser pour que y ait quand même des temps dans la semaine où les gens puissent se rencontrer, puissent échanger. Et puis, du coup, les difficultés pour communiquer sur les résultats de l'entreprise, pour communiquer sur les informations importantes, les projets, ça sous-entend de pouvoir justement être outillé, et on le verra tout à l'heure. Un petit rappel sur les risques psychosociaux. Je pense que vous avez tous en tête de quoi il s'agit. On parle de stress, on parle de violence au travail, on parle d'épuisement. L'important, et c'est pour ça qu'on voulait juste le noter rapidement dans la présentation, quand on met en place ce type de projet, c'est
souvent pour atteindre des bénéfices. On parlait d'une meilleure conciliation vie pro, vie perso, des déplacements moins importants, un gain de temps, un gain d'efficacité. Pour autant, voilà, il faut pouvoir bien accompagner ces démarches pour ne pas générer d'autres risques. Donc, je vous ai mis là sur cette première slide les risques qu'on connaît et qui se regroupent en 6 familles de risques aujourd'hui. Et c'est ce que nous, on vient analyser quand on fait des diagnostics en entreprise. Donc, on va retrouver un certain nombre de facteurs, l'insécurité, la capacité à se projeter dans l'avenir, les conflits de valeurs qui touchent plus là au sens et à la qualité du travail, l'exigence du travail qui touche plus là à la notion de charge. Et on le voit dans le télétravail, souvent, il y a des choses qui peuvent être intéressantes sur cet axe-là. Les exigences émotionnelles, là, c'est plutôt quand on ressent des émotions pénibles au travail. L'autonomie, où là, on est plutôt sur de la latitude décisionnelle, le fait de pouvoir s'organiser dans sa tâche et aussi pouvoir prendre des décisions dans son travail. Et enfin, le soutien, les relations interpersonnelles. Donc ça, c'est vraiment les 6 familles de risques psychosociaux qu'on vient analyser quand on fait un diagnostic risques psychosociaux. Alors, concernant le télétravail, comment ça se passe? Ce qu'on observe, c'est que finalement, donc, tous les facteurs ne sont pas concernés. On peut faire le focus sur certains points. Alors, concernant l'exigence du travail, on peut avoir, et le télétravailleur peut avoir l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que ça empiète finalement sur sa vie perso. Et finalement, le fait d'être équipé pour pouvoir travailler à distance, ça peut parfois amener les salariés à dire, voilà, j'ai pas terminé, je vais m'y remettre après le repas ou pendant que les enfants sont occupés à faire autre chose. Et donc, du coup, ça peut venir empiéter plus facilement sur la vie personnelle. Donc, ça sous-entend un certain nombre de règles à se fixer. Sur l'environnement de travail, souvent, ce qui ressort, c'est que c'est important d'avoir un espace dédié, un espace vraiment approprié dans le domicile du salarié pour pouvoir aussi permettre peut-être plus facilement cette coupure finalement entre le temps pendant lequel je travaille et le temps sur lequel je fais mes activités plus personnelles. Et notamment, dans cette dimension, on va retrouver aussi la notion du matériel qui peut parfois ne pas être toujours adapté. Et donc là où on pense parfois gagner en temps, transport et autres, finalement, si on doit se reconnecter, si on doit appeler la maintenance, on doit faire des allers-retours avec l'entreprise, le gain de temps n'est pas toujours aussi présent. Sur l'insécurité de la situation, donc là je vous le disais, c'est tout ce qui touche à l'avenir. On a parlé des perspectives d'évolution qui peuvent sembler diminuer quand on est plus à distance des collectifs. Et est-ce que finalement les individus vont réussir à s'adapter au changement de l'entreprise, si pas présents régulièrement sur place? C'est des questions, mais tout ça, ça nous amène à être vigilants et à y réfléchir. Sur les exigences émotionnelles, il y a parfois aussi sur certaines activités des gens qui sont en contact client et qui peuvent être amenés à être en contact client de leur domicile. Lorsque le contact client est compliqué, parfois même, nous on peut le voir, agressif, violent, devoir y faire face seul à son domicile et pas forcément avoir le soutien qu'on peut avoir sur site, il faut y penser, il faut l'avoir en tête. La difficulté de se motiver, parfois quand on est seul, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les inconvénients, si on n'a pas une certaine rigueur et un certain profil capable de s'automotiver, ça peut aussi parfois jouer sur l'autonomie et même voire sur la monotonie au travail. Et enfin, le dernier point qui est le plus important, c'est les relations interpersonnelles, j'en parlais tout à l'heure. Finalement, le fait d'être à distance de ses collègues, de peut-être avoir un moindre sentiment d'appartenance, ou en tout cas des relations plus à distance et donc moins qualitatives, en tout cas moins riches. La relation avec l'encadrement aussi, qui peut être parfois plus compliquée. On parlait de confiance tout à l'heure, c'est évident que finalement, si je crains que mon responsable n'ait pas confiance quand je suis à distance, voilà, ça peut parfois venir un peu perturber les relations qu'on pouvait avoir par le passé. Donc voilà, c'est des points de vigilance qu'il faut avoir en tête sur ces risques psychosociaux. Comme je disais, du coup, il y a bien évidemment des solutions qui existent. Alors, ce que je vous ai mis là, c'est plus des exemples. Je ne vais pas rentrer dans le micro-détail, mais il y a plein de solutions qui peuvent se mettre en place pour justement pallier à ce type de risque. Et ce qui est important, encore une fois, c'est de toujours se poser la question dans les changements, de se dire finalement comment ça va venir perturber l'activité, comment ça va venir modifier les relations, les outils de travail, de façon à pouvoir accompagner au mieux et notamment embarquer l'encadrement sur son rôle, parce que c'est quand même, je pense, un des points clés pour accompagner la mise en œuvre du télétravail, c'est aussi accompagner l'encadrement. Ça nous amène sur les étapes, finalement, à
à mettre en place quand on veut finalement mener ce type de projet. Donc une première étape qui est assez classique, une étape de cadrage où l'idéal étant de pouvoir constituer un comité de pilotage qui va réunir les différents acteurs en entreprise de façon à se poser un certain nombre de questions au préalable et pouvoir anticiper voilà, les difficultés ou en tout cas avoir les points de vigilance en tête. Donc ça peut être voilà, faire une étude d'opportunité au préalable pour bien voilà, valider les différents points en amont et bien évidemment consulter l'ensemble des acteurs clés. Et puis ensuite, souvent, ce qui est conseillé, c'est dans une deuxième étape de mise en œuvre, de pouvoir expérimenter. On va plutôt expérimenter d'abord sur un premier périmètre avant de déployer de façon plus large sur l'entreprise. Donc on va définir voilà, les modalités de cette expérimentation. Ça peut être l'occasion de faire un accord ou une charte dédiée, aussi définir des critères qui vont permettre de définir les salariés qui seraient concernés et puis de pouvoir mettre en œuvre cette expérimentation. Et dans un troisième temps, un temps plutôt de bilan, de suivi, où avec des indicateurs que je vous ai mis sur la slide suivante, on va pouvoir évaluer si l'expérimentation est plutôt favorable ou non. Et puis déployer derrière s'il y a un périmètre plus important concerné. Donc je vous ai remis là, je vais pas rentrer dans le détail, mais des indicateurs qui peuvent permettre finalement de dresser ce bilan pour voir voilà, ce qui a bien fonctionné, ce qui est peut-être à retravailler. Donc que ce soit sur les modalités de l'expérimentation en tant que telle, que ce soit sur les impacts du télétravail sur les télétravailleurs, sur le collectif, parce qu'on peut mesurer l'impact sur les télétravailleurs, mais finalement c'est aussi intéressant de se dire quels sont les impacts sur le reste des équipes qui sont peut-être encore en présence donc en entreprise et bien évidemment les impacts sur l'encadrement. Donc, les points de vigilance à avoir en tête, la culture, je le disais, d'entreprise et le modèle managérial, toute entreprise n'est pas forcément prête à mettre en place ce type de projet. Donc, il faut bien évidemment balayer un certain nombre de points de vigilance et notamment lorsque on se concentre beaucoup sur la présence et sur le temps de présence. Si c'est important d'être présent dans l'entreprise, il faudra avoir en tête qu'il y a certainement un temps d'adaptation qui sera nécessaire et d'autant plus important pour mettre en place le télétravail. La résistance potentielle des managers sur leur volonté ou leur capacité à pouvoir mettre en place un nouveau mode de management avec de nouveaux outils, souvent. Et de là, on doit également évaluer les écarts entre les attentes des télétravailleurs et aussi de l'entreprise et des managers qui peuvent parfois ne pas être les mêmes. Donc, c'est aussi bon de balayer ça au préalable. Être vigilant aux rumeurs, le fait qu'on pourrait dire, oui, mais bon, il est en télétravail, mais quelque part, on sait que c'est pour répondre à des obligations personnelles et quelque part, il ne sera pas disponible, pas forcément joignable. Les problèmes informatiques, ça c'est Christophe qui va plutôt permettre de balayer ces points-là. Un accompagnement, comme tout changement important en entreprise, c'est évident qu'il faut pouvoir mettre en place un accompagnement pour voilà, vraiment baliser un certain nombre de choses. Lorsque la communication également n'est pas claire sur ce qui motive la mise en place de cette nouvelle forme d'organisation, comment on va le mettre en place, qui est concerné, qui ne l'est pas, voilà, bien évidemment, tout ça va être délicat du coup dans la mise en œuvre ou des accords qui ne seraient pas suffisamment clairs. Le manque de distinction entre vie pro, vie perso, comme je l'expliquais tout à l'heure, la rigueur que chaque télétravailleur doit pouvoir aussi essayer de mettre en place pour que ça n'empiète pas trop sur sa vie personnelle et aussi souvent se fixer des plages horaires où on est joignable ou non. Enfin voilà, tout ça c'est des principes qui aident à éviter cette confusion, bien pouvoir planifier les réunions, les formations et également pouvoir être vigilant aux occasions de communiquer qui sont souvent très présentes en entreprise mais qui le sont moins quand on est à distance. Donc pour résumer, en synthèse, qui va vraiment aider à mettre en place ce type de projet et qui va être facilitant, on l'a dit, un groupe projet pluridisciplinaire, un temps d'adaptation qui sera suffisant et souvent associé à une phase expérimentale. Et souvent, vous arriverez mieux à vendre le projet si vous avez fait un pilote sur un périmètre. Vous serez capable de dire, voilà, un tel l'a testé et voilà quels sont les retours qu'on a. Également un cadre juridique, on n'en a pas parlé parce que voilà, je ne suis pas juriste de formation, donc je n'ai pas fait le focus là-dessus. Pour autant, c'est important, il y a un cadre juridique clair et précis qui doit être défini, et notamment c'est l'occasion de le mettre dans la charte souvent ou dans les accords pour être au clair par rapport à ça. Communiquer largement sur les avantages, les inconvénients et de façon plus globale sur ce qu'est le télétravail et comment il sera mis en œuvre.
un soutien évidemment sur les nouvelles technologies et les équipements qui sont associés, et la confiance entre voilà, les différents collaborateurs et avec l'encadrement, ça paraît évident. Juste pour faire le lien avec voilà, cette semaine sur la qualité de vie au travail, en effet, la qualité de vie au travail dans les grandes lignes, ça renvoie à la conciliation entre l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et en même temps la performance des entreprises. Donc, en quoi le télétravail peut être un levier de qualité de vie au travail aujourd'hui? Finalement, dans les études, et c'est le chiffre que j'ai choisi de présenter ce matin, on observe que 6 Français sur 10 dans les principaux bénéfices mettent en premier lieu voilà, une meilleure conciliation entre vie pro, vie perso. Donc, c'est aussi répondre aux attentes des salariés et leur permettre finalement de pouvoir mieux s'organiser et souvent dans ce qu'on note aussi une meilleure performance, une meilleure efficacité. Donc on est bien dans une relation quelque part gagnant-gagnant entre l'organisation personnelle des salariés et la performance de l'entreprise. Donc voilà, là je vous ai mis notre approche au sein du cabinet sur la qualité de vie au travail. On a beaucoup de briques qui viennent alimenter cette notion de qualité de vie au travail. Et le télétravail s'inscrit notamment dans l'organisation du travail et dans les nouvelles façons d'organiser le travail, mais également dans la brique rouge que vous voyez en bas à droite, qui est la conciliation vie pro, vie perso. Donc on est bien sur un outil qui va permettre, en prenant bien en compte tous les points de vigilance qu'on a notés, d'être un vrai levier de qualité de vie au travail. Merci Charlotte. Donc les outils facilitateurs, on a parlé beaucoup de technologie depuis tout à l'heure. Effectivement, c'est important d'avoir des bons outils pour mettre en place le télétravail. À Extrémité, on fait du télétravail, nous, bien évidemment. On est souvent en dehors de l'entreprise parce qu'on est chez les clients et où on peut effectivement être en télétravail. Et on a beaucoup réfléchi à la chose, on a fait des groupes pilotes et on a adopté des outils qui nous permettent effectivement de faciliter ça. Donc les premiers outils, on travaille sur des documents, sur des fichiers tous, donc partager les fichiers d'une manière efficace. Des outils de communication et des outils de CRM, c'est relativement important aussi, puisque si un télétravailleur a appelé un client ou a rappelé un client, il faut le savoir, il faut que toute l'entreprise le sache pour pas avoir un double appel, puisqu'on ne se voit pas, on ne peut pas en discuter à la pause café par exemple. Donc effectivement, un bon outil où on peut consigner un peu tout ça. Pour le partage d'informations, le partage de fichiers, le partage d'informations, c'est aujourd'hui assez facile puisqu'il y a beaucoup d'offres qui existent, des offres gratuites ou des offres payantes d'ailleurs. On entend beaucoup parler des Dropbox, des Google Drive, des OneDrive. Voilà, il y en a plein. On met des fichiers à un endroit et les collaborateurs peuvent venir les chercher. Enfin, nos collaborateurs peuvent venir les chercher avec des droits d'accès en lecture seule, en écriture. Voilà. Donc mettre en place déjà un partage de fichiers. Sécurisé bien évidemment, puisqu'on va parler de sécurité, c'est un peu mon dada, c'est important, c'est la première brique. Une autre brique aussi, alors on va parler beaucoup de courrier électronique, alors aujourd'hui tout le monde travaille avec l'email, donc ça c'est assez facile, c'est une technologie qui est assez connue, mais on va plus en plus avoir des messageries instantanées, des chats. Des outils de communication comme la téléphonie sont relativement importantes aussi, puisque tout le monde a un téléphone, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis chez moi? Alors j'ai mon mobile souvent, mais comment je suis joignable, comment les clients peuvent me joindre, comment les collaborateurs peuvent voir si je suis disponible, si je suis en ligne peut-être. Voilà. On va parler de Teams un petit peu aussi, et puis la visioconférence et la webconférence. Oui, effectivement, au téléphone c'est bien, mais on ne se voit pas. On peut utiliser très très facilement des outils de visioconférence pour partager des idées, pour partager des documents, enfin voilà, pour voir ce genre de choses. J'ai repris un petit schéma ici, qui est un schéma, on va dire, c'est un schéma assez classique.
C'est ce qu'on apprend à l'école en fait, hein. Voilà, il y a un siège social, il y a un bureau enfin on est à son bureau ou au domicile. Et puis bah, comment on va faire pour se connecter. Donc il existe des technologies. Quand je dis on voit ça à l'école, on voit ça à l'école en informatique. Oui, moi Euh, j'ai pas tout ça en psycho. Voilà. Effectivement, on va parler de technologie des tunnels VPN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tunnel VPN, hein, on passe à travers l'Internet pour se connecter d'une manière sécurisée à l'entreprise. En gros, on va dire, bah, tout le monde ne se connecte pas à distance au sein de mon entreprise. J'ai une clé, et ça s'appelle un tunnel VPN, et on va chiffrer un peu tout ça. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi, hein, on voit tout en bas à gauche la téléphonie sur IP. On en parle beaucoup de la téléphonie sur IP, mais c'est relativement important que bah, quelqu'un qui veut me joindre, un client qui veut me joindre, il n'y a pas besoin d'appeler mon mobile, puisque mon mobile, bah, je peux changer de numéro, je peux avoir des choses comme ça. Il peut m'appeler sur un numéro direct, par exemple, le numéro de l'entreprise. Si je suis dans l'entreprise, je suis joignable au même titre que si je suis chez moi ou si je suis chez un client. Donc effectivement, la téléphonie sur IP, c'est une grande avancée là-dessus. Et puis inversement, quand moi je téléphone à un client, bah, plutôt que je diffuse mon numéro de mobile, bah, je peux diffuser le numéro de la société. C'est quand même un peu plus pro. Voilà. Donc il y a des technologies qui permettent de faire ça. On va en reparler tout de suite. Euh, à Extrémité, nous on a adopté très très tôt, enfin, depuis quelques temps maintenant, la téléphonie sur IP et récemment, quand je dis récemment, c'est 1 an et demi, 2 ans, 3CX. Pourquoi? Parce que quand on s'est posé la question de dire bah, je vais me connecter à distance sur mon téléphone, comment je fais? J'emmène un téléphone chez moi, bon, c'est pas très pratique, je vais vouloir brancher des choses, surtout que bah, on ne contrôle pas ce qui se passe chez le salarié. Il y a un accès à Internet, tel accès à Internet, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il va pouvoir brancher son téléphone? Enfin voilà. Donc on a réfléchi à ça et puis on a dit bah, finalement au bureau, moi j'ai mon téléphone physique et puis bah, sur mon espace de télétravail, bah, je peux avoir un téléphone virtuel, d'accord, sur mon PC, installé sur mon PC ou installé sur mon mobile par exemple, qui va me donner accès à tout ça. Donc ça, c'est 3CX, c'est un éditeur de solutions de téléphonie, mais bien plus avancé que la téléphonie, hein, c'est de la communication unifiée. Et on va retrouver bah, des téléphones, des téléphones virtuels et de la visioconférence aussi. Cet outil qu'on utilise aujourd'hui pour faire ce WebEx, euh, c'est pas l'outil WebEx, c'est l'outil 3CX. Mais je vais aussi pouvoir partager des documents avec mes collaborateurs, voir des tableaux blancs pour partager les idées, travailler sur les mêmes documents et se voir surtout. Ça c'est important puisque se voir et discuter. Oui. Euh, Concernant 3CX, on fait une présentation, on en fait souvent des présentations 3CX. Il y en a une le jeudi 4 juillet, dans le même format. Mais là, je vais mettre des téléphones, on va faire sonner un peu de téléphone. Voilà, on va expliquer. Il y a beaucoup d'applications autour de ça. Si vous êtes intéressé par ce type de solution de téléphonie sur IP qui permet de faciliter le télétravail et plein d'autres choses, n'hésitez pas à vous inscrire ou à vous rapprocher d'Extrémité. Teams. Euh, Teams, c'est un outil Microsoft. En fait, il y a une suite qui s'appelle Office 365 chez Microsoft. On l'intègre de plus en plus en société. En tout cas, les sociétés nous ont interrogés plus d'une fois en disant, mais moi, je voudrais un outil où bah, tout est centralisé. Mes mails, mes chats, la visio, la vidéo, la communication unifiée. Enfin. Et donc Microsoft a sorti il y a quelques temps maintenant Teams. Et effectivement, c'est un outil qui permet d'avoir tout sur un tableau de bord, en fait, à wallboard. Et effectivement, on va voir les interconnexions que mon équipe a eues avec moi ou moi j'ai eu avec mon équipe. Et voilà, on va pouvoir faire faire converger tous les moyens de communication sur un seul tableau de bord. Et ça, c'est très très pratique. Donc Microsoft Teams, si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver très très facilement des vidéos. Et nous, Extrémité, effectivement, on le met en place de plus en plus chez les clients. Ça fait partie de l'Office 365.